Bonjour à tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur la justice, précisément sur la grâce présidentielle décrétée le 5 mars 2021. Sa mise en application et son impact est pour les détenus et pour les prisons. C'est en tout cas un ouf de soulagement pour plus de 5200 détenus à travers différentes maisons pénitentiaires du pays. Ils sont de plusieurs catégories, les prisonniers bénéficiaires de la grâce du président de la République avec un dénominateur commun, avoir déjà été condamnés. Il est à préciser, selon l'article 8, que le décret portait sur les condamnations pénales devenues définitives le jour de sa signature. Les bénéficiaires de la libération immédiate en application de ce décret doivent, je cite, avoir payé les montants détournés et ou les dommages et intérêts prononcés par les cours et tribunaux. Bénéficient de la remise totale des peines privatives de liberté les prisonniers condamnés définitivement à des peines inférieures ou égales à 5 ans du chef de toutes les infractions, à l'exception du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du vol à main armée, de la détention illégale d'armes à feu, de la participation à des bandes armées, de l'atteinte à la sûreté intérieure et ou extérieure de l'État, pour ne citer que cela. La liste est en effet longue à l'article 1er du dit décret. Alors, qui bénéficie, qui ne bénéficie pas de cette grâce présidentielle? Comment détecter les bénéficiaires? Quels critères? Quelle échéance pour la mise en liberté effective de ces prisonniers? Les espoirs, les craintes, s'il y en a, des impacts par rapport aux conditions de détention et les droits des prisonniers et bien d'autres interrogations encore. Sur le plateau, nous sommes avec 2 invités, mais il devait y en avoir 3. Je crois que le 3e arrivera incessamment. Edouard Minani, vous êtes le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il y a aussi Maître Fabien Segatois. Vous êtes juriste, avocat du barreau de Bujumbura. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous attendons un 3e invité, à savoir Merius Rusumo, le secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Il arrive incessamment, espérons. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, réalisation d'Alain Désiré Boukéneza, prise d'image de Dorine Ouimana et Renaud Nyongeza. Au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous. Ma première question, je vais l'adresser à vous. Monsieur Edouard Minani, directeur du Centre de formation professionnelle de la justice. Quels sont ces prisonniers qui bénéficient de la mesure de grâce présidentielle, qui n'en bénéficient pas? Merci. C'est une question un peu double. Oui, double, mais qui est simple à répondre aussi, Oui. parce que le décret est clair là-dessus. D'abord, il faut partir du principe que le président de la République a le droit de grâce. Donc, il peut prendre un décret de grâce pour des condamnés, définitivement, mais il peut aussi faire des séries. Séries parce que tout le monde ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle, de par même la loi, le code pénal. Il y a des infractions qu'on dit... Il doit y avoir des exceptions. Oui, dont les peines sont non graciables. Non graciables. Les peines non graciables, les peines inadmissibles. Donc, c'est-à-dire que ces peines, même incompressibles, dont les peines sont incompressibles. Ce sont des aspects techniques qu'il faut tenir en considération. Et la loi est claire là-dessus. Et lorsque la loi dit que pour telles infractions, on ne peut pas gracier, on ne peut pas amnistier, on ne peut pas comprimer même le taux de peine. Même le président de la République Évidemment, ne peut rien. Lisez l'article 172 du Code pénal. Les infractions comme le génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, on ne peut pas gracier, on ne peut pas amnistier. Donc, pour toutes les autres infractions, on peut gracier. Et le président aussi a l'attitude de déterminer aussi d'autres infractions, comme vous l'avez lu vous-même à l'article 1er du décret du 5 mars 2021. Donc, vous l'avez si bien dit, ces prérogatives donc constitutionnelles reconnues au président de la République est bien cadrée. Effectivement, le code pénal, comme on l'a dit,
référer à l'article 172. Mais vous verrez effectivement que les condamnés non graciés, je parle par l'expérience, parce qu'il y a des condamnés qui ne sont pas graciés, par exemple. Ce sont des condamnés tels que les récidivistes. Donc, ce sont des catégories qui n'ont pas pu bénéficier de la grâce présidentielle. Les récidivistes, les évadés, ceux qui ont facilité l'évasion, ceux qui ont été repris après évasion, et ceux qui ont été condamnés à plus d'un dossier. Donc, c'est-à-dire que c'est plus technique pour la sélection. Et il y a aussi, au niveau de la grâce, il y a des degrés aussi. Il y a remise totale de la peine, il y a remise partielle, il y a aussi remise à moitié. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra partir de ces catégories-là. Et dans la catégorie dans les catégories, il y a les catégories qui sont les vulnérables. Vous avez lu, de par le décret, les femmes enceintes ou allaitantes, les malades mentaux. Vous avez donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est le droit pénal, ce qu'on appelle en principe l'indulgence du droit pénal. Il faut punir, mais quelque part, il faut avoir l'indulgence du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Et quand le législatif prend les mesures d'amnistie, ça, c'est l'indulgence du droit pénal. Mais aussi le pouvoir exécutif, par voie de la grâce présidentielle, c'est l'indulgence du droit pénal. On va y arriver avec les penseurs historiques comme Marc Ancel, comme André Lacassagne, qui ont réfléchi là-dessus, que les facteurs criminogènes peuvent être... Ça dépend de l'individu, mais aussi ça dépend du milieu social. Et que, par après, le but ultime de la sanction, c'est quoi? C'est l'intimidation, mais aussi c'est le reclassement de l'individu. En fait, le délinquant n'est pas un microbe social, c'est quelqu'un qui peut s'amender, qui peut redevenir aussi quelqu'un dans la société. Voilà. Sinon, les chiffres sont en tout cas déjà connus. Au total, ils sont au nombre de 5255 dans 11 prisons. Ils sont essentiellement de quelle catégorie ces bénéficiaires de la grâce présidentielle? Les 5255. Les 5255, vous lisez au niveau des articles, c'est-à-dire que la question est très claire. Si vous lisez au niveau de l'article 1er, vous trouvez que ceux qui bénéficient de ces peines, c'est-à-dire la remise totale des condamnés de moins de 5 ans de prison, ça c'est la première catégorie. Mais vous avez parlé aussi des infractions non graciées. Donc, il faudra partir du prescrit de l'article 1er. Et puis, à l'article 2, vous allez voir les femmes condamnées qui sont enceintes ou ayant des enfants dans la prison. C'est-à-dire, il y a des prisons de nourrissons qui accompagnent leur mère. Oui. Et jusqu'à l'âge de 4 ans, on peut le sévrer, mais avant l'âge de 4 ans, on ne peut pas séparer une mère de son enfant. Et toujours, mais c'est une mère enceinte, une mère allaitante, elle peut aussi commettre des infractions et être réprimée par le code pénal. Deuxième aspect, c'est les mineurs de moins de 18 ans. Les condamnés atteints de maladies incurables à un stade avancé. Et ça doit être attesté par une commission médicale. Vous avez parlé de la mise en œuvre, parce qu'on ne peut pas connaître un stade avancé, c'est quoi? Il faut déterminer techniquement maladie incurable à un stade avancé, c'est quoi? Les condamnés âgés de plus de 70 ans. Mais aussi, vous allez voir, il y a les condamnés aussi qui sont atteints de maladies mentales, soit pendant la prison. La prison, il y a beaucoup de choses dans la prison. Il peut attraver une maladie mentale dans la prison, étant condamné. Mais aussi, il y a des maladies de ceux qui sont atteints d'une infirmité physique notoire. C'est l'article 2 du décret. Vous verrez aussi... N'est-ce pas qu'il peut tomber malade mental à cause de l'injustice? Bon, injustice, je ne sais pas, mais pendant le parcours de l'instance judiciaire, c'est possible aussi. On va voir ce que je vous disais, que la société aussi peut former ses propres criminels, comme le disait Lacassagne. Donc, c'est-à-dire il y a aussi les condamnés qui ont déjà exécuté 3/4 de leur peine. C'est à titre exceptionnel. Le président a jugé bon de gracier les condamnés qui ont fait beaucoup de temps dans la prison. 3/4 de la peine. Imaginez-vous si vous avez 20 ans. 3/4, c'est combien? 15 ans. 15 ans. Il a dit exceptionnellement, ces gens-là, ils sont graciés. Deuxième aspect, il y a les femmes enceintes, les femmes condamnées pour infanticide et avortement. Parce que
est-ce que les facteurs qui conduisent à l'infanticide de l'avortement, peut-être elle a été obligée de donner naissance à un enfant alors qu'elle a été violée, par exemple. Psychologiquement, il a été très dur d'avoir un enfant issu du viol. Donc, il y a des facteurs qui conduisent à ce que le président a pris ces mesures-là pour voir, même si elle a commis l'infanticide. Mais qu'à cela ne tienne, il y a le décret, c'est sorti le 5 mars 2021, et est-ce que ça doit prendre beaucoup de temps pour que ces prisonniers soient libérés? Il y a le décret qui est pris, il y a les mesures d'application du décret. En tout cas, vous avez recensé ces différentes catégories de prisonniers bénéficiaires de la grâce. Oui, certainement qu'il y a eu cet aspect, il y a eu recensement des prisonniers, on connaît les dossiers, mais il faut alors, dans l'exécution de ce décret, parce que à partir de là, les prisons doivent s'organiser aussi. S'organiser pour pouvoir identifier, déceler les dossiers qui sont impliqués par cette mesure de grâce. Mais aussi, il faudra voir si c'est réellement des condamnés ou des prévenus. Deuxième aspect, lorsqu'on aura procédé à ces catégories... Les prisons doivent s'organiser pour libérer ceux qui sont graciés par le président de la République. Est-ce qu'ils ont encore ce temps de s'organiser alors que le décret est déjà sorti? Le décret est sorti, il faut le mettre en œuvre. Deuxième aspect, il faut que ces prisonniers qui bénéficient de la libération de la grâce présidentielle subissent une formation patriotique avant d'aller dans la société. Permettez que l'on passe d'abord, je vais revenir vers vous, que l'on passe le micro à Merius Rusumo de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Bonjour d'abord. Bonjour. Et bienvenue à cette émission Mosaïque. Nous débattons sur ce décret présidentiel qui est sorti le 5 mars 2021. Et quel serait votre sentiment au nom de la CNIDH par rapport à ce décret, cette mesure de grâce? Tout ce que je peux dire en tant que quelqu'un de l'institution qui défend, qui protège et qui promeut les droits de l'homme, c'est que tout ce qui contribue à la jouissance de la liberté d'un individu, pour nous, nous dirons, c'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi satisfaction? Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui ont été citées ici et pour lesquelles, pour nous, nous disons, leur place n'est pas la prison. C'est quelque part ailleurs, la liberté, à l'hôpital, en famille, et pourquoi pas même ailleurs. Et donc, si je dis à l'hôpital, ce sont des malades mentaux. Pour les enfants, c'est en famille. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, vous comprenez vraiment, une femme enceinte doit être mise dans de très bonnes conditions. Et à la prison, je crois que ce n'est pas une bonne condition parce qu'il y a l'aspect psychologique, l'aspect sanitaire et l'aspect social pour que l'enfant qui va naître puisse naître d'une femme qui est dans de très bonnes conditions. Et il y avait également d'autres personnes pour lesquelles, d'ailleurs, je crois que vous l'avez suivi même il y a quelques jours, en Gozi, les femmes qui disaient « Veuillez plaider pour nous parce que nous sommes déjà amendés ». Alors, elles ont dit qu'elles étaient déjà amendées. Et d'autres qui avaient même déjà épuisé leur peine et qui restaient dans ce que nous appelons, dans le langage des droits de l'homme, détention illégale. Et si cette mesure ou ce décret est tombé, pour nous, honnêtement et sincèrement parlant, en tant qu'institution de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est un grand soulagement. Vous parlez de détention illégale. Ceux qui ont déjà purgé leur peine, est-ce qu'ils doivent figurer parmi ceux qui bénéficient de la grâce présidentielle alors qu'ils sont censés être déjà sortis? Mais ça m'étonnerait, c'est le contraire qui m'étonnerait ou qui nous étonnerait, si je parlais en tant que CNDH. Parce que si cette personne ne figure pas parmi ceux qui vont sortir de la prison, et ce serait quoi? Est-ce qu'il va sortir suite à cette grâce présidentielle alors qu'il a déjà purgé sa peine?
Mais quand on vous dit quelqu'un qui a déjà épuisé, c'est notamment 3/4 de la peine sort. Qu'en est-il de la personne qui a déjà totalement épuisé la peine? Ce serait quand même contradictoire, n'est-ce pas? La CNIDH visite en tout cas les prisons, les différentes prisons du pays. Vous estimez que la situation est comment? Situation carcérale. Bon, pour nous, lorsqu'il y a déjà dépassement du nombre de personnes qui devaient être accueillies par ces prisons, Oui. ça devient la surpopulation carcérale. Oui. D'abord, c'est le premier constat. Il y a vraiment surpopulation carcérale. Deuxième considération pour nous, il y a plus de prévenus que de condamnés dans nos prisons. Et puis... il y a débordement. Évidemment, c'est ça la surpopulation carcérale dont j'ai parlé. Et nous saluons la séparation des femmes et des hommes, mais ça reste dans certaines prisons une difficulté de séparation des mineurs et des majeurs. Et lorsque les prévenus sont aussi ensemble avec les condamnés, vous savez, c'est pas vraiment encourageant pour une institution des droits de l'homme. Parce que quelqu'un est encore dans une situation de présomption. Et on met ensemble avec quelqu'un qui est déjà coupable. Et parfois, des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions que je considère pour moi mineures, mises ensemble par des grands criminels. Et vous voyez, à force de se côtoyer, parfois, ils apprennent les uns des autres. Est-ce qu'il doit y avoir séparation entre condamnés et prévenus? Ça devrait notamment, comme il en est ailleurs. Et qu'en est-il pour hommes et femmes Bien sûr dans les prisons? Là aussi, ça doit être le principe. Mais ici au Burundi, je l'ai bien mentionné, on salue ça. Parce que c'est séparé les hommes des femmes. Maître Fabien Segatois, votre sentiment en tant que juriste, avocat du barreau de Bujumbura? Merci beaucoup de la question. C'est une très grande satisfaction parce que on vient de prendre une mesure très courageuse et très politique pour désengorger les prisons. Ce qu'il faut attendre, c'est que cette mesure entre en application le plus tôt possible. Par le plus tôt possible, c'est pas encore précis. Pour moi, on aurait déjà commencé à libérer les gens parce que c'est une mesure de grâce qu'on attendait depuis longtemps, que tout le monde attendait. Avant que vous ne continuiez, au sein du ministère de la Justice, M. Edouard Minani, est-ce que vous avez déjà commencé à libérer ces prisonniers bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle? Premièrement, j'interviens ici comme directeur du centre de formation de la justice. Je ne représente pas le service de la justice comme tel. Je suis ni dans la commission de libération, ni dans ça. Mais je sais ce que je suis de près la question. Ce qui est essentiel, c'est que le ministère de la Justice commence déjà à mettre toutes les batteries en marche pour l'opération. Comme je vous dis, c'est un travail technique. Il faut être prudent pour libérer ceux qui doivent être libérés. Ne pas libérer les prévenus au lieu des condamnés. Ça, c'est la première chose. Ne pas libérer les hommes normaux alors qu'on a libéré les malades. Il faut libérer aussi celles des dames qui sont enceintes, non pas qui ne sont pas enceintes. Je le dis d'expérience parce que j'ai dirigé cette commission pendant plus de 3 fois. Alors, une femme pouvait frauder une attestation, même avoir des tests de grossesse alors qu'il n'a pas de test de grossesse. Un homme pouvait frauder même la carte d'identité pour dire qu'il a plus de 70 ans. Alors que c'est un jeune de 50, de 40 ans. Là, il faudra alors beaucoup de patience. Maître Fabien Segatois. Je pense, avant d'arriver à cette mesure de grâce, il y a eu une préparation parce qu'il y a eu des commissions qui sont parties dans les prisons pour identifier les gens qui sont libérables. Et du reste, pour arriver au chiffre exact de 5255, c'est qu'effectivement, il y a un travail préliminaire qui a déjà été fait et qui est sur place.
place. Et si je ne m'abuse, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait dit que tout est déjà dans les ordinateurs. Si le chiffre est de 5255, est-ce que ça ne signifierait pas qu'il y a effectivement les noms de ces prisonniers? C'est pas moi qui dois le dire, mais de toute façon, il faudrait prendre en compte la psychologie des prisonniers, ceux-là qui s'attendent à être libérés. Une fois que le président de la République a prononcé, a décrété une mesure, normalement, elle est d'application immédiate. La peur de libérer ceux qui ne doivent pas libérer ne doit pas, freiner la mise en application rapide de la décision présidentielle. Mais en plus de cela, il y a des inquiétudes des gens qui, normalement, suivant la loi, devraient être déjà libérés. Et ceux-là ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle parce que ça ne les regarde pas. Là, ce sont les gens qui ont été acquittés, qui ne sont pas libérés, les gens qui ont terminé leur peine, donc qui ont purgé leur peine, qui ne sont pas libérés, les gens qui ont eu les libérations provisoires, qui ne sont pas libérés, les gens qui ont eu le quart de peine, ceux-là, normalement, on devrait en prendre compte pour qu'ils puissent également être libérés. Alors, je pense... Il y a une nuance par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure M. Mérius Roussoumo. Oui. Oui, bien sûr que la mesure de grâce ne peut pas concerner quelqu'un qui n'est pas graciable. Quelqu'un qui a été acquitté n'est pas graciable. Il n'a pas besoin de la grâce présidentielle pour sortir de la prison. Il a besoin de l'application de la loi. Alors, je pense qu'en mettant en branle la libération des gens qui ont bénéficié de la mesure présidentielle, le ministre de la Justice devrait également et en même temps faire en sorte que les gens qui sont libérables de par la loi sortent avec ces gens, avec ceux qui ont bénéficié des mesures de grâce. Parce que ce ne serait pas normal que quelqu'un qui a déjà purgé la peine reste en prison et celui qui a fait les 3/4 de la peine sorte de la prison. Ça ne serait pas compréhensible que quelqu'un qui a fait la moitié de la peine sorte et celui qui a fait peut-être plus de 3/4. Non, prenons même les acquittés. Parce que je connais dans les mesures de grâce Justement, j'allais vous poser antérieures, cette petite question. Vous parlez de libérables de par la loi. Et vous parlez d'acquittés, de ceux qui ont purgé leur peine et de ceux qui ont déjà qui bénéficient de la libération provisoire, notamment. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ces cas existent aujourd'hui? Ah oui. Là, ce n'est pas c'est un secret de polichinelle. Il y en a, ils sont nombreux. Et je connais des gens qui étaient acquittés avec les mesures précédentes. Des acquittés qui restent encore en prison. Qui ont passé 2 ans, 3 ans, et les mesures de grâce des présidentielles précédentes les laissaient en prison. Et ceux qui étaient condamnés sortaient, ils les voyaient sortir, eux acquittés restaient là. Et il y a un qui a passé 3 ans. Est-ce qu'il y en a qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle précédente et par rapport à celle du 5 mars dernier? Non, vous ne m'avez pas bien compris. Je dis, il y a ceux qui ont vu les autres bénéficier des mesures présidentielles de grâce, mais eux qui étaient acquittés restaient, et ceux qui bénéficiaient des mesures présidentielles quittaient la prison. Vous voyez ce que ça donne pour quelqu'un qui reste en prison alors qu'il est acquitté, et celui qui est coupable, qui n'a pas encore terminé sa prison, il sort et lui, il y reste. Vous comprenez que celui qui a terminé qui a purgé toute sa peine, qui resterait en prison, et les mesures présidentielles regarderaient uniquement les gens qui sont plus ou moins coupables ou qui n'ont pas encore terminé leur peine. Alors, ce que je voudrais
une suggestion, et ce n'est même pas une suggestion, c'est de l'équité. Il faudrait qu'en même temps qu'on puisse faire sortir ceux qui ont bénéficié des mesures présidentielles, qu'on puisse en même temps faire sortir les gens qui sont, de par la loi, libérables. Donc, c'est normalement, comme je dis, ceux qui ont terminé leur peine, ceux qui ont été acquittés, ceux qui ont eu des libérations provisoires, ceux qui peuvent avoir des libérations conditionnelles. Évidemment, pour les libérations conditionnelles, on peut encore attendre parce que là, il y a toute une procédure qu'il faut faire. Mais pour ceux qui ont terminé les peines, il n'y a pas à tergiverser. Ceux qui ont été acquittés, il n'y a pas à tergiverser. Donc, il faudrait que dans cette libération provoquée par la grâce présidentielle, je dirais, il faudrait également prendre en compte les gens qui sont en état d'être libérés, pour qu'ils ne restent pas en prison, pour qu'ils ne soient pas oubliés. Est-ce que vous avez à dire par rapport à ces propos de M. Edouard Minani, ici présent, qui dit que les prisons doivent s'organiser? Il y a le décret qui est sorti, mais les prisonniers doivent s'organiser avant la libération des bénéficiaires de cette mesure de grâce présidentielle. Ces gens-là sont déjà identifiés parce que le décret, c'est pour la première fois que je vois un décret aussi précis, aussi bien fait, et je félicite les gens qui ont soumis ce texte au président de la République. Parce qu'on connaît les gens qui doivent être libérés, qui jouissent de la grâce présidentielle. Abou Banza, c'est 104, Abouri, c'est 114, Agitega, 595, Ambimba, c'est 1649, Mouranvia, c'est 352, Muyinga, c'est 269. Il y a les hommes au total qui doivent être libérés, les femmes qui doivent être libérées au total. Donc, tout le monde est déjà identifié. Donc, la prison ne peut maintenant que d'établir... Maître Segato, est-ce que vous estimez que ces prisonniers bénéficiaires de la grâce se connaissent aujourd'hui? Ah oui, bien sûr qu'ils se connaissent. Parce que les prisonniers savent déjà ce qui doivent être libérés, ce qui ne doivent pas être libérés. Ils se connaissent déjà. Ils se connaissent. Monsieur Edouard Minani, ils sont dans l'impatience. Ils veulent regagner leur famille. Merci beaucoup. Je crois que les prisonniers sont administrés. Ils ne s'administrent pas. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Ça, c'est l'administration qui a établi ces listes, qui a établi ces chiffres. Et ils se connaissent, ces ils ne bénéficiaires. se connaissent pas. Ils ne parce se connaissent que pas. L'analyse se fait par les services techniques et jusqu'à présent, les dossiers sont identifiés, mais ils n'ont pas été communiqués aux prisonniers que tel doit bénéficier de la grâce présidentielle. Présentement, j'estime que ceux qui s'estiment être libérables n'ont pas encore été notifiés de la décision. Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi je dis que c'est un travail technique, administratif, d'organiser la libération de ces gens-là. Je sais la procédure. Il faudra qu'ils subissent une formation patriotique avant d'être libérés. Est-ce qu'il n'y a pas risque que l'on remplace un nom par un autre? Voilà ce que vous dites. Vous le dites si bien. À la prison, quelqu'un peut sortir sous le nom de Minani Edouard alors qu'il s'appelle Geshiman Augustin. Toutes ces manœuvres-là doivent être traitées au niveau de l'administration pénitentiaire. Ça, vous le faites comme si vous étiez là. Effectivement, je sais qu'à un certain moment, ces manœuvres peuvent être même monnayées. D'où la prudence pour l'administration pénitentiaire. Est-ce que cette crainte, ça vous dit quelque chose? Monsieur le secrétaire général de la CNIDH, Mérius Russomo. Évidemment, comme M. Edouard vient de le dire, d'une part, je partage évidemment sa crainte. Au niveau de la CNIDH, nous souhaitons une sortie, une libération très bien organisée. Je note bien, très bien organisée. Parce que au Burundi, vous savez, 100 personnes peuvent partager le nom et prénom. Oui. Et ça s'est déjà remarqué avec les précédentes, comme vous l'avez vous-même posé comme question. Des gens qui sont sortis sur le nom des autres. Alors, pour éviter cela, il faut qu'ils le sachent.
Deuxième chose que je peux aussi souligner, contrairement à ce que le respectable maître vient de dire ici, c'est qu'en réalité, je doute que les détenus déjà libérables se connaissent. Parce que ce travail a été fait peut-être par une équipe et une commission. Pourquoi ne pas afficher les listes voilà. De ces bénéficiaires. Là, vous enjambez sur une autre étape. Peut-être de l'exécution, de la mise en exécution de ce décret. Parce que ce décret a été élaboré par peut-être une équipe. Je dis cette partie du décret qui cite le nombre. Et c'est peut-être cette équipe qui connaît ces personnes. Alors ces personnes, maintenant, la liste doit être notifiée au directeur. Et une fois notifiée, il y a la vérification aussi, parce qu'on ne peut pas se précipiter pour ne pas commettre une grosse erreur, de libérer ceux qui ne sont pas libérables. Et il faut vérifier que ces personnes sont là et les conditions. Et puis, là où je peux souligner aussi en tant que quelqu'un de droits de l'homme, c'est qu'il ne faut pas libérer les personnes pour les mettre dans la rue. Il faut s'assurer que ces personnes retrouvent le milieu d'origine. Et quelqu'un est à Rumongue, j'en ai vu. Nous avons aidé certains libérés pour regagner Muyinga. Parce qu'on les fait sortir, mais la personne n'a même pas le ticket pour retourner. Elle ne connaît même pas où elle se trouve, parce que c'était la première fois qu'elle se trouve à Rumongue. Donc, ça doit être organisé. Et très bien organisé, moi je souligne. Est-ce que vous ne craignez pas, M. Merius Rusumo, que si ça traîne, si cette libération prend un peu de temps, un certain temps et longtemps, est-ce que vous ne craignez pas qu'il peut y avoir monnayage de ces libérations, le temps que ces procédures prennent, qu'il peut y avoir certains prisonniers qui donnent des pots de vin à certains responsables pour bénéficier de la grâce, même si ils ne se sentaient pas sur cette liste? Bon, moi, je leur accorde la confiance. Pourquoi je leur accorde la confiance? Parce que nous sommes au sein, je dis bien, on les souligne matin, midi, soir, au sein d'un gouvernement responsable. Et étant au sein d'un gouvernement responsable, et laborieux, comme on le dit, moi, je leur prête quand même confiance qu'ils vont se mettre immédiatement en œuvre. Et que il ne faut pas être déjà pessimiste à la première heure. Il faut leur prêter quand même bénéfice de confiance et attendre un petit moment. Un mois, c'est pas grave. 2 mois. Puis, non. Moi, j'ai dit 1 mois. Je n'ai pas dit 2 mois. 1 mois. Et peut-être après, on va voir où on en est avec ces mois. Et puis, il a souligné... Un décret qui sort le 5. Oui, le 5. Le 5 avril, c'est... Non, nous sommes en OK. mars. 5 avril, ça va. Et puis, il a souligné quelque chose de très important, qu'au niveau des droits de l'homme, nous soulignons toujours. Il y a la libération, mais il y a une autre étape sur laquelle on insiste toujours, la réinsertion des détenus. Parce qu'il faut préparer ces personnes à la réinsertion. Il y a des personnes pour lesquelles le milieu d'origine probablement est hostile. Et qu'il faut préparer non seulement le détenu libéré, mais aussi le milieu de retour, pour que le retour lui soit, donc la réinsertion lui soit bénéfique. D'où c'est un travail pour nous qui doit être méticuleusement organisé. Pour moi, nous ne sommes pas là pour la précipitation, nous sommes là pour un travail effectif, mais un travail très bien organisé. Pas de précipitation, maître Ségatois. Pas de lenteur non plus. Je ne pense pas qu'il faudrait mettre trop de mesures pour libérer les gens qui sont déjà connus pour leur libération. Contrairement à ce que mes collègues disent, excuse-moi. Merius dit que un mois. Excuse-moi, c'est un travail qui a pris du temps. Et si on a pu déterminer le nombre de gens, c'est un travail qui a été fait
en prison au regard des dossiers de chacun. Et bien entendu, je ne suis pas contre ce que le directeur général de la formation a dit. Le prisonnier ne se libère pas. S'il se libérait, il serait déjà parti, c'est sûr et certain. Mais dire qu'ils ne se connaissent pas, c'est autre chose, parce que le secret au Burundi, il est difficile de le garder, parce que le travail qui a été fait en prison se faisait également en collaboration avec certains détenus. Alors, est-ce que vous croyez que les détenus qui disent, voilà, et j'ai vu ton nom, les listes qui sont faites, ce sont des listes qui peuvent bien être connues des gens. Tout le monde ne se connaît pas, c'est vrai. C'est vrai, il est vrai que tout le monde ne se connaît pas. Mais les gens qui ont déjà fait les 5 ans, ils se connaissent. Les gens qui ont fait les 3 quarts, ils se connaissent. Les gens qui ne sont pas libérables, ils se connaissent. Vous estimez aussi que les coulisses parlent, il y en a qui sont informés de leur... Ce ne sont pas des coulisses. Si moi j'ai été condamné à 3 ou à 5 ans, je sais que j'ai été condamné à 3 et à 5 ans. Je sais que je suis parmi la catégorie des gens qui doivent être libérés. Ils savent, ils connaissent également ce décret. Ils le connaissent, ils l'ont déjà vu. Donc chacun peut se situer là où il doit être. Alors maintenant, quelqu'un qui sait qu'il y a un décret présidentiel qui le libère et qui fait... Aujourd'hui, nous sommes le 12. Le décret est entré en vigueur le jour de sa signature, donc le 5. Alors, ceux qui doivent être libérés maintenant, on peut dire qu'ils sont en quelle situation carcérale. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils savent qu'ils sont libérables. Normalement, ils devaient être libérés, c'était possible. Mais ce n'est pas possible, évidemment, que le décret sorte aujourd'hui et qu'ils soient libérés demain. Il faut évidemment une certaine logistique, bien entendu. Mais ça ne devrait pas traîner longtemps. Parce que la grâce présidentielle, c'est une grâce présidentielle qui est attendue. Et un prisonnier devrait normalement, le lendemain de la grâce présidentielle, ou au plus tard 3 jours après la grâce présidentielle, lui, il parlait d'un mois. Un mois, c'est trop. Et moi, c'est trop. Un mois, c'est trop parce que c'est un dossier qui a déjà été préparé. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse soumettre au président de la République une liste qui n'a pas été bien étudiée, où on n'a pas identifié les gens, où on n'a pas... En fait, cette peur-là de pouvoir donner un nom pour un autre n'existait pas parce que les dossiers ont déjà été étudiés. Le problème maintenant, c'est que le directeur de la prison, au vu bien entendu de cette liste, disons, du décret, va maintenant établir des billets de sortie. Et là, chacun, suivant son dossier, parce que le billet de sortie est établi au vu du dossier, chacun sait que c'est tel dossier qui est libéré. Et là, il faudrait travailler 8 jours s'il faut le faire, mais faire en sorte qu'un décret présidentiel, une fois qu'il est pris, doit être immédiatement exécuté. Il ne faudrait pas prendre beaucoup de mesures parce que, mon Dieu, je veux bien, il peut y avoir 1 ou 2 exceptions. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur d'aller sur sa colline, mais les autorités à la base, ils doivent assurer la protection de ces gens-là. C'est leur devoir de dire aux gens qu'ils doivent accueillir les gens qui sont libérés. C'est leur devoir pour les prisonniers libérés de savoir qu'ils doivent avoir un comportement je dis irréprochable, parce qu'ils savent que s'ils commettent encore l'infraction, ils vont retourner en prison sous le qualificatif de récidive. Or, celui qui est récidiviste, il n'aura plus les mesures de grâce. Alors, cela, le directeur de la prison peut leur dire cela. Ce n'est pas nécessaire qu'on mette vraiment beaucoup de mesures pour que les gens sortent. Une nouvelle commission. Non, il ne faut pas une nouvelle commission, c'est vrai. Voilà, vous avez bien dit le mot. Monsieur Edouard Minani, je reviens vers vous, le directeur du Centre professionnel de la justice. Et Maître Fabien Segatois dit que 1 mois, c'est trop. 1 mois d'attente pour la mise en application de cette mesure de grâce présidentielle. 1 mois, c'est trop, même si Mérius Roussoumou de la CNDH
dit qu'un mois, c'est tolérable. Pour vous, ce serait combien de temps? Merci pour la question. Je reviens d'abord sur la question. Et il faudrait que je précise, c'est précisé à travers ce décret, le président de la République précise que le ministère de la Justice est tenu à mettre en application le décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. C'est le 5 mars. Merci beaucoup. La première question, c'est que je reviens sur une question essentielle de dire que les prisonniers se connaissent, ils sont dans la tranche de 5 ans, de 15 ans, de combien. Mais les questions techniques, le meurtre volontaire, c'est quoi? Que ce soit meurtre volontaire, homicide volontaire ou quoi? Mais il peut être dans la tranche de 5 ans, mais il ne connaît pas les infractions non graciables. C'est ça le grand problème qui est là. Il peut connaître qui est dans la tranche, vous verrez après les réclamations qui vont tomber. Parce qu'ils ne savent pas que le viol est exclu, le meurtre volontaire est exclu, tout ça. Tout ce qui est apparenté au meurtre, assassinat, tout ça, est 2 ans. Il dit, j'ai 3 ans, j'ai 5 ans, alors qu'il y a fait de meurtre, d'assassinat, tout ça. Tout ça, c'est non graciable. Deuxième aspect, le délai. Vous savez ce qu'on dit le plus souvent lorsqu'on se lamente sur le délai? Les longueurs des procédures, c'est le prix que chaque citoyen paie pour sa liberté. Parce que plus on s'empresse, on risque de gâcher certaines choses. Je tiens à la prudence. La prudence tient à ce que le décret est tombé. Il faut le mettre en application. On y est déjà. On y est déjà parce que les prisons commencent à s'organiser, ce que j'ai dit. Commencent à mettre en place tous ces mécanismes. Le ministère de l'Intérieur commence à s'organiser pour la formation patriotique avant de quitter les prisons. À sensibiliser l'administration à la base pour l'accueil de ces libérables, comme vous l'avez dit, le terme que j'emprunte à mettre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toute une structure d'accueil, toute une structure de formation patriotique, toute une structure technique pour bien les identifier. En délai je ne vais pas dire un mois, j'utilise le terme délai raisonnable, pour mettre en application ce décret présidentiel. Et le ministère de la Justice doit le faire, il a commencé à le faire. Parce qu'il n'y a pas de commission à mettre en place, comme vous le dites, mais il y a des mesures d'application du décret. Et tant que vous avez le micro, la parole, est-ce que on peut entendre par là que le décret devrait préciser que la mesure entre en vigueur, donc effective, entre le 5 mars et le 5 mai, 5 juin, comme ça? Non. Donc il fallait préciser le délai. C'est pas une loi. Ce qu'on appelle le délai de mise en application. Il n'y a pas à préciser de délai. Même si ça arrive jusqu'en octobre 2021, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a des lois qui sont entrées en vigueur le jour de la signature, qui ne sont pas encore mises en œuvre, parce qu'il y a des mesures d'application qui doivent être prises par les autorités subalternes à l'autorité hiérarchique qui a pris la mesure principale. Donc, je suis d'accord avec l'empressement, avec les conditions carcérales. Ce n'est pas bon pour les prisonniers qui ont soif les prisonniers de retrouver leur liberté. Et leurs familles aussi. Je suis d'accord avec ça. Mais la prudence doit être de mise. Je le dis parce que des fois, comme l'a dit Maître, ils se connaissent déjà, il faut qu'ils soient libérés, qu'ils se libèrent. Non. Je voudrais que le processus... Je suis d'accord avec M. Stéphane de CNDH. Il faut toute une machine, un mécanisme pour la libération. Préparer la réinsertion de ces libérables. Comme à la prison, il faut les préparer, mais aussi préparer l'administration à la base, la société, la préparer pour l'accueil de ces prisonniers-là. Mais M. Edouard Minani, si ça devrait prendre beaucoup de temps, la question de surpopulation carcérale restera posée dans les prisons. Ça reste posé jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, je vous dirais que j'ai les statistiques des prisons. Les prisons sont surpeuplées à plus de 300%. Et justement, j'allais vous poser cette question par rapport à cette situation. Ils sont à combien les prisonniers aujourd'hui? C'est une situation qui date du 5 mars, si vous voulez, à la date du décret même. Donc, c'est-à-dire les prisons sont surpeuplées à plus de 300%, avec en première ligne, c'est la prison de Moranvia, et puis la prison Bimba et la prison de Mouanza. Donc, c'est-à-dire que, si vous voyez, ça c'est la moyenne de 300%. Il y a des prisons qui vont au-delà. Bon, l'impact, c'est évident.
au niveau du budget, au niveau de la santé, au niveau de la promiscuité, au niveau de tout ça. Mais je vous dis que le ministère de la Justice, je vous l'ai dit, a déjà commencé à mettre les batteries en marche, à organiser les prisons, les directeurs de prison, à faire en sorte que, au niveau interne, on s'organise pour la libération de ces prisonniers qui sont visés par le décret de grâce présidentielle. Sinon, on aurait déjà fait. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du décret de grâce. Et la ministre doit s'organiser encore en interne pour pouvoir mettre en place les mécanismes de libération de ces gens-là. Oui. Et ça doit prendre un certain temps, pas précis. Bon, c'est une autorité, je ne sais pas mes compétences, parce que l'autorité compétente, ce n'est pas moi, si c'était moi, j'allais vous répondre précisément avec précision. Oui. Quelles seraient les attentes, monsieur Merius Rusumo? Les attentes par rapport à cette... Vous voyez, vous le sentez, il n'y a pas de précision par rapport à l'échéance de libération de ces prisonniers. J'aimerais d'abord partir du mot qu'il a utilisé. Qu'à un autre niveau, qu'on n'épouse pas souvent le mot délai raisonnable. Parce qu'un délai raisonnable, c'est extensif. Parce qu'on ne sait pas quand c'est raisonnable et quand ce n'est pas raisonnable. On préférerait entendre de lui, peut-être dire, dans un délai très court. Là, ça nous soulagerait plus. Mais sinon, nos attentes, l'attente première, c'est la libération rapide de toutes les personnes qui rentrent dans les critères définis par ce décret présidentiel. Ça veut dire la libération immédiate et effective. Nous avons des doutes parce que nous ne savons pas effectivement les listes qui indiquent le nom, prénom de ces personnes. On ne les connaît pas. Donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. Mais sinon, l'attente première, c'est la libération. Est-ce que la CNDH n'a pas ce droit d'avoir un œil sur les noms, sur les listes de ces prisonniers? À la CNDH, le nom, on peut, même vous, peut-être même le maître ici, peut avoir droit peut-être de voir ça. Nous pouvons avoir cette envie, comme tout le monde. Mais si je rentre dans votre question, c'est que notre attente, c'est la libération rapide et effective de toutes les personnes qui rentrent dans ces critères. Évidemment, même d'autres qui ont, donc pour lesquels sont dans le droit d'être libérables, comme on l'a dit. Deuxième attente, c'est que ces personnes soient bien réinsérées dans la société, dans le milieu d'origine. Et puis, troisième, c'est que notre attente, c'est que on ne puisse pas, évidemment, entendre, comme elle a bien dit, cette histoire de monnayage, évidemment, de délibération. Est-ce que ça n'existe pas? Je ne sais pas si ça existe. Ça peut ou ne pas exister, si vous voulez que je vous réponde de cette manière-là. Autre chose, autre attente, c'est que les personnes qui seront libérées, si peut-être ces personnes m'entendront un jour, c'est que ces personnes puissent bien se comporter. Parce qu'on a vu des personnes qui ont été libérées, j'étais surpris, quelqu'un qui est libéré maintenant et en cours de route commet la même infraction. J'en ai vu à Moyinga, moi, quelqu'un, je ne citerai même pas son nom. Lui-même est rigolé. Et donc, que ces personnes puissent aussi bien se comporter. Et que nous tous, moi je n'aimerais pas citer les administratifs, parce que nous aussi, nous en connaissons certains, peut-être, qui pourraient être libérés. Comme on ne connaît pas la liste, c'est pourquoi je commençais par là, nous ne connaissons pas la liste. Je peux connaître quelqu'un. Il faut que nous puissions nous préparer à aider la société, à aider les administratifs, à évidemment réinsérer ces personnes, à changer la société, à changer ces personnes. De façon générale, les défis, ce sont lesquels par rapport, qui seraient liés à
à cette mesure, à la mise en application de cette mesure? Le premier défi, c'est la lenteur. Donc, la non-exécution rapide. Moi, je préfère utiliser ce mot-là. C'est le premier défi. La lenteur dans l'exécution. Liée peut-être à la lourdeur des procédures. Parce que ma maître ici a bien dit, par exemple, on devait déjà commencer à transmettre les listes aux prisons. Et puis le ministère va dire, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de quoi. Parfois, on manque même de véhicules pour transporter des détenus, n'est-ce pas? On va dire véhicules pour transporter. Premier défi. Donc, premier défi, ça c'est la lenteur. On craint la lenteur dans l'exécution de ce décret. Deuxième, c'est peut-être un autre défi. Quoi qu'on dise que c'est déjà identifié, c'est identifié par celui qui a mené cette enquête, oui, n'est-ce pas? Mais ceux qui vont mettre en exécution sont les directeurs de prison. Je ne sais pas si ce sont ces directeurs de prison ou aussi d'autres qui vont peut-être amener ces détenus, ou si on va les mettre dans la rue. C'est aussi le deuxième défi. Le retour dans le milieu d'origine des détenus qui seront libérés. Parce que nous en avons déjà connu l'expérience. Et puis, troisième défi, c'est la réinsertion de détenus libérés. Pour nous, nous pouvons nous limiter même sur les trois déjà. Pour nous, ça nous suffit. Parce que si c'est organiser une libération rapide, dans le respect évidemment de ce décret, 2, et que ces détenus puissent être bien réinsérés dans la société, préparés d'abord, et puis bien réinsérés dans la société. Est-ce que vous avez un clin d'œil ou un appel au ministère de la Justice qui doit mettre en application cette mesure de grâce présidentielle? Pour nous, le clin d'œil, c'est de bien pouvoir s'organiser très rapidement et mettre en exécution effectivement et correctement le décret présidentiel. C'est le clin d'œil principal qu'on peut faire au ministère de la Justice. Deuxième, c'est d'éviter qu'il y ait peut-être libération des personnes qui ne remplissent pas les critères au nom de ces personnes qui remplissent les critères. Et troisième, c'est de lutter contre, évidemment, le monnayage des libérations. Voilà les clins d'œil que je peux faire au ministère. C'est le même clin d'œil où il y a moi, des attentes, des défis, des attentes et un clin d'œil au ministère qui doit mettre en application la mesure. Oui. Maître Segato. Je me réfère à l'article 9 de ce décret qui dit « Au regard des critères fixés dans les articles précédents et conformément à la liste en annexe au présent décret, le nombre des bénéficiaires de la présente mesure s'établit comme suit. » Je suis d'accord avec eux qu'on ne puisse pas libérer les 500 à la fois dans une prison. Ça serait difficile de le faire. Mais aujourd'hui, le ministre de la Justice peut faire un coup d'envoi, aller dans une prison et libérer au moins 10 en disant la mesure présidentielle entre en exécution. Et ce n'est pas le directeur de la prison peut établir peut-être que par jour une cinquantaine de sorties, une dizaine de sorties, mais en établissant un calendrier de sorties pour que à la fin d'une semaine, au plus tard 2 semaines, que tout le monde puisse être sorti. Il y a ce qui pose des problèmes. Il y a peut-être des cas qu'on peut soumettre à l'approbation du ministre de la Justice qui posent des problèmes. Mais il y a des cas qui ne posent pas de problème. Pour ceux qui veulent la réinsertion, il y a ceux qui n'ont pas peut-être les moyens financiers pour se rendre là-bas. On peut peut-être faire recours au CNDH ou aux autres ONG caritatifs. C'est possible. Mais tous n'en ont pas besoin. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de donner un coup d'envoi. Déjà, pour qu'on dise, voilà, on a déjà commencé à mettre en application la mesure présidentielle. Et pour ce qui concerne les autres catégories
qui sont libérables, mais dont on ne parle pas dans la grâce présidentielle. Le ministre peut donner des instructions claires, parce qu'on ne peut pas détenir quelqu'un en prison sans titre de détention. Quelqu'un qui est acquitté, le directeur de la prison n'a plus de titre de détention pour le détenir. On ne manque tout simplement que ce qu'on appelle un mandat d'élargissement du procureur. Est-ce que ce mandat d'élargissement doit prendre combien de temps? Là, le ministre peut instruire effectivement tous les procureurs en disant tous les gens qui sont libérés, eh bien, doivent être libérés immédiatement. Qui devrait être libéré avant les autres? Vous parlez de prisonniers libérables, les acquittés, ceux qui ont purgé leur peine, etc. Les bénéficiaires de la mesure de grâce. Il y a des gens qui n'attendent pas la mesure de grâce, qui ne sont pas concernés par la grâce présidentielle. Ceux-là, ils devraient être déjà partis. Au jour le jour, ils doivent être libérés. Ceux-là, on ne doit pas attendre qu'il y ait une mise en place d'une commission ou de quoi. Quelqu'un qui a été libéré, il est libéré. C'est tout simplement donner un ordre clair et précis aux procureurs, des généraux, aux procureurs des tribunaux, à tout ce monde-là, pour leur dire, écoutez, celui qui est libéré par le tribunal est libéré immédiatement. C'est question de... Il n'a pas à attendre la grâce présidentielle. Parce que celui-là, c'est l'application de la loi. Parce que si on n'applique pas la loi, nous serons toujours dans l'engorgement des prisons. Parce que si on appliquait la loi, en plus de ce qui bénéficie les mesures présidentielles, si on appliquait les lois, que ceux qui sont libérables soient libérés en même temps pendant cette campagne de libération, je pense qu'à la prison, au lieu de libérer 5255, on trouverait encore un millier d'autres qui vont s'ajouter là-dessus. Et on aurait peut-être 7000. Et on serait en fait en train de s'approcher à une population carcérale acceptable. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a été acquitté puisse rester en prison. Il n'y a aucune raison. Monsieur Edouard Minani, directeur du Centre de formation professionnelle de la justice, est-ce que vous tranquillisez ceux qui réclament la libération dans les plus brefs délais, le plus tôt possible? Ce n'est pas toujours précis, mais le plus tôt possible. Merci beaucoup. En principe, le ministère de la Justice est là pour servir la justice et les justiciables. Et tout ce qui rentre dans la loi, dans la légalité, concernant le ministère de la Justice, il n'y a pas de souci particulier. Parce que le ministère de la Justice exécute un décret présidentiel de l'hiérarchie du pouvoir exécutif. Et comme Madame la ministre est membre de l'exécutif, il exécute l'ordre, mais dans la toute technicité voulue par la chose. Technicité voulue, c'est parce que vous avez entendu le secrétaire général de la CNDH, parce qu'il faut de la prudence. De la prudence dans toute la démarche d'exécution de ce décret. Vous avez entendu qu'il y a des volets qui échappent au ministère de la Justice comme tel. Le volet formation patriotique, le volet réinsertion des détenus, le volet aussi encadrement, le volet transport des détenus. Il a si bien dit, pour quelqu'un qui a été transféré d'une prison à l'autre, qui a quitté Muyinga, qui n'avait pas de goudron, d'électricité, il se retrouve à Rumongue, il retourne chez lui, il n'avait pas de goudron, il passait par les ruelles, par la forêt, il y a le goudron, il ne pourra pas même retrouver son village. Après 10 ans, 20 ans d'emprisonnement, il va se retrouver avec des enfants qui sont vieux que lui, qu'il a laissés à la maison. Donc, en quelque sorte, il faut préparer la réinsertion, préparer aussi le milieu d'accueil, mais aussi voir si on peut associer les ONG locales pour assister ces gens-là. Je disais au départ, le délinquant, ce n'est pas un microbe social. Il faut le reclasser, il faut le rééduquer. Après s'être amendé, il faut savoir qu'il va contribuer au développement de la nation. C'est ce que son Excellence, le Président de la République, veut en procédant à l'indulgence, à la clémence en faveur des prisonniers. Et qu'est-ce que le ministère pourrait aujourd'hui promettre comme désengorgement des prisons?
il n'y a rien à promettre parce que le décret est là. C'est la mise en application du décret. Mais aussi, c'est aussi les mesures. Mais aussi si la mise en application traîne, ce problème restera posé. La mise en application ne peut pas traîner parce que c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on peut traîner dans ce... Non, c'est plus qu'urgent plutôt. C'est plus qu'urgent. Il a dit, M. Tejana, il a dit, quand je parlais de délai raisonnable, ça se trouve dans nos textes de droit, mais il dit il faut mettre délai court. C'est très intéressant. Si c'est court, ça serait bon. Je suis aussi pour les droits de l'homme. Mais, comme je l'ai dit, si le ministre pourrait prendre cette décision-là pour soulager la souffrance de l'économie nationale aussi, parce qu'entre-temps, l'économie nationale en pâtit. Mais vous voyez aussi, avec la promiscuité, avec le problème de Covid-19 aussi. Donc, il y a beaucoup d'impacts négatifs sur le cancer. Et j'estime que tout ira bien, c'est la mise en application du décret. Mais je crois que, comme je l'ai dit, le ministère se prépare pour tout mettre en œuvre. Le ministère a commencé parce que je sais qu'il y a des visites qui ont été effectuées dans les différentes prisons pour préparer les directeurs de prison pour la mise en place du décret. Donc, d'une manière générale, la promesse du ministère serait laquelle? Non, je ne suis pas le ministre, mais je sais que le ministre doit exécuter le décret de grâce présidentielle. Ça, c'est normal. Merci, Edouard Minani. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre professionnel de la justice au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Merci d'être venu. Merci de votre participation et votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous remercie. Merci, Merius Roussumo. Vous êtes le secrétaire général de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci également de votre invitation. Merci également à vous, Maître Fabien Segatois. Vous êtes juriste, avocat du barreau de Bujumbura. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir mis sur le plateau cette question qui est très importante pour la liberté de la personne humaine. Et c'est par ici que s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle a été mise en onde par Eli Kadogo, réalisation d'Alain Désiré Boukéneza, prise d'image de Dorine Ouimana et Jean-Renaud Nyongeza. Au micro, vous étiez avec Léonce Bitaliho. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Isanganiro. Nos programmes continuent.